Arnaud Ruyssen. Bonsoir à tous et bienvenue donc si vous venez de nous rejoindre pour ce speed voting. Vous connaissez sans doute le principe du speed dating, une série de rencontres entre célibataires sur une seule et même soirée pour tenter de trouver l'âme sœur. Eh bien nous allons nous jouer les entremetteurs entre candidats aux élections et représentants de la société civile pour ce speed voting. Et la candidate que nous recevons ce soir pour ce premier numéro, elle s'appelle Sophie Merckx, elle est candidate à la Chambre pour le PTB Go, deuxième sur la liste pour le Hainaut, et elle est avec nous jusqu'à 19h30. Sophie Merckx, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce speed dating. Alors avant de vous mettre en contact avec les interpellations de la société civile, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Et c'est Alain Vassen qui signe votre portrait. Sophie Merckx, fidèle aux idéaux familiaux. Son papa a fondé à Anvers en 1971 la première maison de médecine pour le peuple de Belgique. Eh bien, elle travaille aujourd'hui dans celle de Marcinelle. Son papa fut un temps conseiller communal PTB à Anvers. Elle est aujourd'hui conseillère communale à Charleroi sous la même étiquette. Sophie Merckx, une battante. Elle est en conflit ouvert avec l'ordre des médecins. Rétrograde, dit-elle, non démocratique. Intimidation juridique, menace de saisie, rien n'y fait, elle tient bon. Elle est aussi au conseil communal de Charleroi où elle siège depuis octobre 2012, l'aiguillon principal de la majorité PS-MR-CDH, une majorité régulièrement secouée par cet élu PTB qui, avec politesse toujours, avec détermination toujours, interpelle, questionne, conteste. Bref, appuie là où ça fait mal. Sophie Merckx, née à Anvers en 1974, études de médecine dans la métropole, stage aux Philippines, au Bénin, dans le tiers-monde, comme on dit à l'époque, où elle se sent une vocation, et puis passage à la maison de médecine pour le peuple de Marcinelle, où elle reste finalement, on est en 1999. Ici aussi, dit-elle, il y a un besoin de solidarité, des gens à secourir. Pour les élections du 25 mai, Sophie Merckx est deuxième sur la liste du PTB Go pour les élections fédérales. Une place de combat, mais qui ne lui permettra probablement pas d'être élue. Son combat à elle continuera à Charleroi. Merci Alain Vassen pour ce portrait. Alors Sophie Merckx, on l'a compris dans ce portrait, vous êtes née en Flandre, votre langue maternelle d'ailleurs c'est le néerlandais. C'est l'occasion de rappeler peut-être que votre parti, le PTB, est encore un parti national. Ça a encore un sens, un parti national dans la Belgique fédérale que nous connaissons aujourd'hui ? Effectivement, je pense que les problèmes des gens, les exclus du chômage, la pauvreté, elles touchent aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Quand je vais à Anvers chez mes parents, ils habitent dans les logements sociaux là-bas, je constate un peu les mêmes problèmes que ce que je peux vivre à Charleroi, même si là-bas c'est encore pire. C'est pire à Anvers qu'à Charleroi pour vous ? Non, à Charleroi c'est pire, bien sûr. Le chômage est plus haut qu'en Flandre, mais je veux dire une partie, par exemple les exclusions du chômage, il y a aussi des dégâts, il y a aussi des gens dans la pauvreté en Flandre. Et dans les maisons médicales, par exemple, de médecine pour le peuple, on les rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, la solidarité entre le Nord et le Sud, il est justement très important. Et un parti comme le PTB est vraiment un parti national. On est une équipe, c'est un peu comme les Diables Rouges, voilà. Donc on fait vraiment une équipe commune et donc on est aussi le seul parti à battre et à combattre la NVA sur son terrain avec nos 3 élus communaux. Puisque par exemple, vous êtes au conseil communal à Anvers. Alors le PTB, c'est un parti dont on parle beaucoup dans cette campagne qui suscite beaucoup d'interrogations avec cette impression qu'il y a 2 lignes au PTB. Il y a celle qui est proposée vers l'extérieur, cette communication qui a été modernisée ces dernières années, cette image qui se veut sans doute un peu plus lisse. Et puis derrière ça, ce parti maoïste au départ qui a gardé sa ligne marxiste-léniniste. Vous comprenez que les gens soient perturbés par rapport à cela, de ne pas avoir l'impression de savoir ce qui se trame vraiment à l'intérieur du PTB. Écoutez, aujourd'hui, on est un parti, on a 8000 membres, donc voilà, tout le monde peut prendre sa carte de membre, participer dans les réunions au PTB. On n'a rien à cacher à ce niveau-là. Maintenant, on reste toujours un parti marxiste, ça on ne le cache pas non plus. On veut une société qui est fondamentalement différente, où la richesse est distribuée de manière plus égalitaire, ça on ne le cache pas non plus. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a vraiment un double discours. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est que voilà, au PTB, avant, on était plus centré sur nous-mêmes. On venait parfois avec des slogans un peu dogmatiques.
On a fait tout un travail au sein du parti. Sur la communication ou sur le fond? Pour nous questionner sur notre fond aussi, sur qu'est-ce qu'on propose aux gens et comment est-ce qu'on va amener les gens vraiment avec nous dans la rue et quelles propositions concrètes est-ce qu'on peut mettre en avant. Et c'est ce travail-là, par exemple, au niveau du prix des médicaments. On a commencé ce travail-là il y a plus de 10 ans maintenant, où on a démontré qu'il y avait moyen d'avoir des médicaments moins chers. Et c'est comme ça qu'on a commencé à peser sur le débat politique. On va parler d'ailleurs de votre vision en termes de soins de santé, mais d'abord, je voudrais qu'on prenne cette première question. François De Smet, philosophe de service et blogueur. Voilà, le problème du PTB, c'est qu'il est souvent vu comme un parti sectaire qui aurait une vision complètement irréaliste des choses et de la réalité. Et je pense qu'il y a une question qu'on peut poser pour voir si c'est vraiment vrai ou pour donner une chance de montrer que ce n'est pas le cas. Citez un sujet sur lequel votre parti serait prêt à faire un compromis en cas de participation au pouvoir. Alors, Sophie Merckx, votre parti n'exclut pas une participation au pouvoir. Citez-nous un thème sur lequel vous seriez prêt à abandonner une partie de votre programme pour faire un compromis. Ben voilà, on a parlé tantôt sur l'ordre des médecins, par exemple, donc une institution qu'on combat depuis beaucoup d'années en refusant de payer les cotisations. La dernière proposition de loi pour abolir ou reformer l'ordre des médecins n'a pas abouti et on pense sérieusement que si maintenant nous sommes élus au Parlement, qu'il y a moyen de trouver une majorité parlementaire pour changer cette transparence médicale et la manière dont la contrôle de la profession est organisée. On pense qu'à ce niveau-là, par exemple, on pourrait tout à fait trouver un compromis dans les partis plus traditionnels, quoi. Mais sur des mesures emblématiques que vous proposez, la taxation des millionnaires, la nationalisation des banques, est-ce qu'un PTB qui dit être prêt à entrer au pouvoir est prêt à entrer dans une coalition qui ne nationaliserait pas les banques, mais peut-être changerait un peu leur mode de fonctionnement? Est-ce que vous êtes prêt à entendre ça, qu'on pourrait participer à un système, participer à un gouvernement qui ne va pas aussi loin que ce que vous le proposez dans vos programmes? Oui, je pense que nous l'avons montré aussi à Borgerhout, où c'est dans un district d'Anvers où le PTB est au pouvoir. Où on a une échevine de la jeunesse, par exemple. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau fédéral, il est clair que pour nous, si on devrait rentrer au gouvernement, il faudra vraiment aussi mettre en question, par exemple, le traité d'austérité pour pouvoir mener une politique de relance économique. Voilà, si à ce niveau-là, il y a moyen de trouver de la marge, le PTB serait prêt. Oui, mais vous savez bien qu'a priori, vous ne trouverez pas de parti dans l'immédiat pour revenir sur ce qui a été voté au niveau européen. Est-ce que vous n'êtes pas fondamentalement destiné à être un parti d'opposition? D'ailleurs, certains de ceux qui vous soutiennent aujourd'hui vous soutiennent en disant c'est parce que c'est pour remobiliser les partis de gauche traditionnels. On a l'impression que c'est plutôt ça qui les intéresse chez vous et pas une vraie adhésion. Maintenant, voilà, on n'a pas encore d'élus au Parlement. Donc maintenant, il faut d'abord qu'on ait des élus au Parlement qui représentent vraiment nos idées, qui les font avancer. Et pourquoi pas dans une prochaine législature, quand les choses auront bougé, quand dans la rue, le rapport de force aurait changé aussi, qu'on puisse vraiment éventuellement envisager ça. Mais à court terme, c'est vrai que c'est pas qu'on ne veut pas participer au pouvoir, mais on mettra nos conditions. On votera pas, on viendra pas à une manif le lundi pour dire on est contre l'exclusion des chômeurs et le mardi, on va voter ça. Non, ça, le PTB ne le fera pas, ça, c'est clair. On a l'impression que vous faites souvent allusion à la rue, aux manifestations. On va revenir d'ailleurs sur tout ça un peu plus tard, sur la façon dont vous concevez votre participation au système politique. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la question des soins de santé. C'est quelque chose, évidemment, qui vous concerne de près. Vous êtes médecin, on l'a dit. Je vous propose d'écouter tout de suite cette deuxième question. Docteur De Teuf, vice-président de l'APSIM et directeur général d'une institution hospitalière bruxelloise. Le PTB prône l'arrêt de la rétribution à l'acte, donc de la médecine indépendante, et le passage au salariat de l'entièreté des médecins hospitaliers. Des calculs ont été faits pour voir la faisabilité de cela, et il est démontré aujourd'hui que faire passer tous les médecins au salaire avec des niveaux salariaux normaux, qui sont ceux qu'ont les médecins ordinaires dans les hôpitaux universitaires, coûterait à l'assurance maladie ou à l'État, peu importe qui paye, un montant qui dépasse le montant qui aujourd'hui est consacré à l'ensemble des prestations des médecins spécialistes dans les hôpitaux. Et donc c'est impayable.
Alors, votre réponse au docteur Jacques Deteuf qui dit si on salarie demain les médecins plutôt que de les payer à l'acte, à la prestation, eh bien, ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Ça, je ne pense vraiment pas. Donc, je pense qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au niveau de la médecine à la prestation, donc, qui, par exemple, engendre une consommation au niveau des radios qui sont faites. On sait que 30% des radios, par exemple, sont inutiles, qui sont faites dans les hôpitaux. Et donc, on pense justement, si le médecin n'est plus dépendant de chaque fois faire des actes pour gagner plus, finalement, qu'on verrait quand même aussi une baisse des actes inutiles. On peut encadrer ça sans forcément passer au salariat. On parle ici de passeport radiologique, de peut-être encadrer les choses différemment. On n'est pas obligé de sortir de ce système de rémunération à l'acte pour encadrer d'éventuels abus. Oui, mais c'est vrai que nous, on prône quand même, comme il a dit, de payer les médecins effectivement selon ce qui se passe dans les hôpitaux universitaires, donc où une certaine pratique privée est quand même autorisée, mais elle a des limites, et où aussi les honoraires sont limités. Si aujourd'hui on a certains excès, donc les chiffres ont été publiés récemment, certains néphrologues qui, après avoir donné une partie à l'hôpital, ramènent chez eux par an jusqu'à 600 000 €, ben voilà, nous, c'est clair qu'on dit, ben voilà, un spécialiste peut bien gagner sa vie, bien sûr, mais c'est quand même l'argent de la sécurité sociale à ce moment-là avec lequel il est payé. Quoi. Mais le salariat, c'est aussi dire que des médecins doivent travailler comme n'importe quel salarié, avec un nombre d'heures fixes par semaine, avec des récupérations aussi s'il vient travailler le week-end, s'il vient travailler la nuit, évidemment, ça arrive. Tout ça, ça a un coût important, les congés payés, etc. Le professeur Deteuf nous dit qu'à l'INAMI, on a fait les comptes et que en l'état, eh bien, ça coûte plus cher de faire cela que de garder ce qu'on a aujourd'hui, la prestation à l'acte. Moi, je conteste ces chiffres-là. Donc, nous, on a calculé qu'avec notre proposition, on pourrait déjà, au niveau des actes techniques, épargner 800 millions d'euros. Au niveau des honoraires et de la suppression des suppléments, donc nous, on pense qu'on peut gagner 2 milliards d'euros. Au niveau du prix des médicaments, on a aussi notre modèle chimique qu'on met en avant. Et donc, au niveau de la santé, tout ce que propose notre plan, en fait, c'est de redistribuer la manière dont, aujourd'hui, l'argent est distribué au sein de la sécurité sociale. Mais vos chiffres sont quand même régulièrement contestés, pas seulement sur le cas des soins de santé. Par exemple, quand on parle d'impôt sur la fortune, vous proposez un impôt en disant qu'il va rapporter 7-8 milliards. Et certains disent, quand on regarde ce qui s'est passé en France, sur un pays beaucoup plus grand, eh bien, ça en rapporte moins que cela. Est-ce que c'est pas ça aussi une part de populisme dans votre parti, d'arriver avec des chiffres qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité? Je pense que notre fiscaliste, donc Marco Vanès, qui est notre tête de liste en ENO, il a écrit un livre aussi sur cet impôt sur la fortune. Tout ça est très détaillé. Donc nous, effectivement, on ne propose pas exactement le même impôt qu'en France. Donc 1% au-delà d'1 million, 2%, 3%, avec aussi pas les exonérations, par exemple, qui sont prévues en France. Et donc nous, on a mis notre impôt sur la fortune dans le simulateur de l'économiste Piketty, dont on parle beaucoup maintenant. Et en France, il rapporterait environ 40 milliards d'euros. Maintenant, voilà, il est évident que si on veut un impôt sur la fortune, nous, on ne veut pas un impôt symbolique. Il faudra briser certains tabous, lever les secrets bancaires, avoir vraiment un cadastre des fortunes. Et donc, voilà, il faudra déjà commencer avec tout ça. Et puis, on discutera bien sûr de combien ça va rapporter. On va parler fiscalité dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on parle un peu emploi avec cette question-ci. Vincent Rutter, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises. Peut-on se passer la création d'entreprises? Faut-il décourager ou encourager les jeunes à créer leur entreprise? S'il faut les décourager, qui produira les biens et les services futurs? S'il faut les encourager, que proposez-vous? Réponse, Sophie Merckx, est-ce qu'il faut encourager la création d'entreprises? Et si oui, comment? Écoutez, concernant la création d'entreprises, oui, il faut bien sûr encourager les jeunes à créer leur entreprise, mais aujourd'hui, voilà, on est en crise économique. Pour une personne, pour un offre d'emploi, en moyenne en Belgique, il y a 13 personnes qui sont prêtes à prendre cet emploi-là. Et donc, est-ce que c'est justement pas le moment de créer de l'activité qui peut permettre justement de créer de l'emploi? Oui, mais je pense que
il faudra quand même d'abord mettre un halt à l'idée de l'austérité pour créer aussi du pouvoir d'achat chez les gens. Donc aujourd'hui, on diminue par exemple le niveau des allocations en dessous du seuil de pauvreté pour pas mal de chômeurs, pour des allocataires, des pensionnés. Et donc pour nous, voilà, il faut d'abord remonter le pouvoir d'achat des gens pour qu'ils puissent consommer. À ce moment-là, oui, les gens peuvent éventuellement construire leur propre entreprise, mais je crois que dans le contexte économique... éventuellement construire. On a l'impression, parce que j'ai parcouru votre programme, que ça, c'est le grand absent du programme du PTB. On dit qu'il y a des droits pour les travailleurs d'avoir du travail, des droits aussi pour les chômeurs de pouvoir toucher des allocations s'ils n'ont pas de travail, mais que vous proposez peu de choses sur comment on crée de l'emploi. Écoutez, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Nous, on pense que d'abord, il faut créer de l'emploi aussi au niveau public. Pourquoi ? Parce que c'est de l'emploi stable et le public va finalement répondre aux besoins des gens. Et pas forcément... Mais on ne peut pas créer que de l'emploi public. Il faut quand même, à un moment donné, avoir des entreprises qui prennent aussi des risques, à un moment donné, pour lancer des nouvelles, des innovations, etc. Est-ce qu'on peut seulement relancer l'emploi via de l'emploi public ? Par exemple, nous, en ce qui concerne, par exemple, la construction de logements sociaux, nous proposons effectivement aussi que c'est le public, effectivement, qui va prendre ça en main. Maintenant, une fois qu'on va pouvoir relancer l'économie, à ce moment-là, oui, effectivement, on va pouvoir aussi plus créer des initiatives privées. Mais... Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait aussi imaginer des moyens publics pour financer, pour aider en tout cas à la création d'entreprises privées ? Oui, je pense que oui, pourquoi pas. On n'est pas fermé à cette idée-là, mais aujourd'hui, c'est un peu un leurre, je pense, qui est utilisé en disant aux jeunes, créez votre propre entreprise. Moi, récemment, j'ai rencontré un SDF à Charleroi qui m'a expliqué pendant 15 ans, il a été éboueur à Bruxelles, puis il a essayé de créer son propre entreprise, il s'est mis en indépendant. Aujourd'hui, il est SDF parce que ça n'a pas marché. C'est un cas particulier, c'est pas forcément le cas pour tous ceux qui ont tenté ce même genre d'expérience. Non, mais je veux dire avec ça que parfois cette idée, créer votre propre entreprise, les gens se mettent en indépendant et après ils font faillite, quoi. Donc il y a quand même aussi beaucoup de faillites actuellement. Et certains disent que c'est parce que justement le système fait qu'aujourd'hui, la taxation élevée, la difficulté au niveau fiscal, au niveau des charges sociales aussi pour se lancer comme indépendant, complique cette possibilité de se lancer comme indépendant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place comme baisse ou comme, par exemple, les intérêts notionnels, quand on analyse, ce sont les grandes entreprises qui profitent de ça, les multinationales, et forcément pas les PME ou les petits indépendants qui essayent de créer une activité. Alors justement, vous proposez un changement en matière de fiscalité. Je vous propose d'entendre cette question-ci, justement, par rapport à votre programme fiscal. Bruno Coleman, professeur d'économie et de finance à la Vlerit Business School et à l'Université catholique de Louvain. Vous voulez imposer le capital. Comment envisager cela sans une fuite massive des capitaux, sachant que la Belgique est une économie très ouverte ? Alors, comment taxer le capital sans que le capital quitte la Belgique ? Écoute, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à l'inverse, quoi. Aujourd'hui, le patron de LVMH, Arnaud, il vient s'installer en Belgique, il demande la nationalité belge. C'est la preuve qu'on a des économies assez ouvertes et que les capitaux peuvent très vite bouger si jamais on change la fiscalité chez nous. Oui, voilà. Mais donc, c'est quand même aussi la preuve qu'aujourd'hui, le Belgique joue un peu le rôle de paradis fiscal, aussi avec les intérêts notionnels, par exemple. On sait qu'il y a des entreprises qui ont créé des filiales ici uniquement pour déduire les impôts ici et presque ne pas en payer là où ils devraient en payer dans le pays d'origine, quoi. Et donc, voilà. Maintenant... Mais donc, est-ce que du coup, votre programme n'est pas seulement réalisable en matière fiscale, en matière d'imposition sur le capital, n'est pas réalisable que s'il peut se construire à l'échelle européenne, voire mondiale ? Parce qu'à partir du moment où les économies sont ouvertes, on a l'impression que si on impose une taxation élevée du capital, comme vous le suggérez, eh bien, ces capitaux, ils risquent de partir demain et finalement, cette fiscalité ne rapportera pas ce que vous espérez. Peut-être, mais il faudra déjà d'abord essayer de l'instaurer. Je vois que oui, sauf que si les capitaux s'en vont, c'est peut-être difficile aussi de les faire revenir. Oui, mais en France, elle rapporte quand même un peu. Je veux dire, même si elle ne rapporte pas énormément, l'impôt sur la fortune existe. En Belgique, elle n'existe pas. Et je pense que l'idée d'activer la richesse, aujourd'hui, quand on lit, il ne faut pas être marxiste pour penser que c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand on lit Krugman, quand on lit Piketty... Tout le monde parle d'un shift fiscal, mais pas forcément le shift fiscal que vous proposez au PTB.
Bégaud. Oui, mais ça va quand même dans le même sens, dans l'idée où, ben voilà, en Belgique, on a eu en 2011 5700 millionnaires en plus. Ben c'est ces gens-là qu'il faut mettre à contribution. C'est cet argent-là qui est bloqué chez ces gens-là qu'il faut redistribuer dans la société. Ce n'est pas quelque chose qui se passe automatiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Vous dites en France, finalement, ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Et vous nous dites tantôt, on voudrait nous faire plus qu'en France. Est-ce que c'est pas prendre le risque alors que des capitaux en plus s'en aillent et que votre programme fiscal ne puisse pas produire les effets escomptés? Oui, bien sûr, il y a toujours ce risque-là. Vous avez raison, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce que notre gouvernement a fait, c'est l'inverse. Il a appliqué Robin des Bois à l'envers. On a créé 100 000 pauvres en plus. On a eu 5 700 millionnaires en plus aussi. Donc voilà, on a une société de plus en plus inégale, de plus en plus duale. Et si on veut effectivement changer quelque chose, il faudra que ces riches, ces fortunés, qu'Albert Frère il paye 152 € de bénéfices sur 3 milliards et que sa femme de ménage paye 4 000 € d'impôts, ben, ce n'est fondamentalement pas juste. Donc voilà, nous on sera là pour dénoncer ça et pour demander que ces gens-là soient mis en contribution. Dernier élément, je disais que je voulais en reparler un tout petit peu avec vous. Ces allers-retours entre rue, parlement ou assemblée et la rue, qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites ça? Ça veut dire que vous n'allez pas jouer tout à fait le jeu de la démocratie représentative, que le but c'est quand même aussi de susciter la contestation dans la rue si le PTB arrive demain dans les assemblées? Effectivement, hein, je pense qu'on est à la veille du 1er mai, donc il est important. Donc demain, c'est un jour de fête, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'était une journée de lutte pour les 8 heures. Des personnes sont mortes pour ça. Et c'est grâce à la lutte sociale... Et quoi, il faut relancer ça? C'est ça que vous dites aujourd'hui? Ça doit aller de pair avec votre représentation au Parlement? Oui, tout à fait. Donc, y compris violente si nécessaire? Non, on n'est pas pour la violence. Donc voilà, si des personnes ont été mortes, par exemple, pour avoir le droit de travailler 8 heures par jour, c'est parce qu'on a tiré sur les manifestants. Ce n'est pas les manifestants qui ont, je pense, utilisé la violence. Donc, mais certains bourgmestres disent aujourd'hui, le PTB, dans les conseils communaux, ils sont là à la table, mais en même temps, ils mobilisent des manifestants pour venir aussi autour des conseils, mettre la pression sur les élus. Ils ne jouent pas tout à fait le jeu de la démocratie représentative. Vous répondez quoi? Écoute, on joue surtout pas le jeu en disant oui, votez pour nous et pour le reste, vous ne venez pas. Effectivement, les bourgmestres, les échevins, ils sont très, très irrités quand les gens viennent au conseil communal, mais ils viennent écouter et ils attendent une réponse. Et si la réponse n'est pas satisfaisante, effectivement, parfois il y a quelqu'un qui hue, qui crie, mais finalement, c'est public. Et pour vous, c'est utile d'avoir ça en plus de simplement être représenté dans une assemblée? Je pense que ce qui est très important, effectivement, et ce que nous faisons, c'est amener les gens à venir écouter ce qui se passe, à venir voir ce qui se décide dans les conseils communaux. Et ça ouvre leurs yeux et ça leur donne une idée. Je pense que c'est les impliquer vraiment dans l'exercice de la démocratie. Eh bien, merci Sophie Merckx d'avoir été avec nous pour ce premier speed dating de la campagne. Demain, c'est férié. Vendredi, vous retrouverez la semaine politique. Et puis, lundi, on reviendra avec un nouveau speed dating. Belle soirée à vous. Merci de nous écouter sur La Première. Élection 2014.